vais essayer de m'y retrouver dans mes questions. Je vais rassurer. Ça, c'est fait. Bon, allez. Eh ben, c'est quand tu veux, tu me dis ça. Bah non, c'est toi en fait. Eh ben, parce alors, que c'est tout- moi. Ça, c'est chaud d'être à l'image. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait acheter cet appareil photo? Non, j'avais tellement adoré l'appareil, je vais apprendre le japonais. Et en fait, non, au bout de 3 cours, je me suis levé, j'ai fait ma courbette, j'ai dit, pas pour moi. C'est quoi ton Everest professionnel? Oh, quelle question. C'est quoi ta recette pour être heureux au boulot? Toi, ce tournant-là du numérique, comment tu l'as vécu? C'est quoi, contrario, tes compétences inutiles? C'est quoi ton rituel quotidien, si t'en as un, ou ton toc boulot? Eh bien, bienvenue sur ce nouveau modèle de podcast. On avait pour habitude au bloc de proposer des vidéos courtes pour aller un peu à la rencontre de différentes personnes et essayer de comprendre leur parcours, leurs compétences, leur engagement, enfin ce qui faisait qu'aujourd'hui ils s'épanouissaient dans leur vie professionnelle. Et on s'est retrouvé très vite limité et un peu bloqué par ce modèle de 3 minutes, enfin 3 minutes, qui devenait vite 9 minutes, 10 minutes, 11 minutes. Donc on s'est dit, on va casser le cadre et on va essayer de prendre du temps et un peu d'espace pour apprendre à découvrir les gens. Et merci Fabrice Wagner d'être notre premier invité Merci sur ce Sébastien. Blogcast. L'idée c'est simple, on prend un temps, on échange ensemble de manière complètement déconstruite et décousue, ça on va vite s'en rendre compte. Les questions, elles touchent un peu à plein de choses, alors on va essayer de comprendre d'où tu viens, ce que tu fais, mais l'idée c'est aussi de s'arrêter sur des moments de vie et peut-être des virages, des tournants qui à un moment ont pu changer de cap ou permettre de nouvelles opportunités pro. Voilà. Alors on va parler de toi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre qui tu es, d'où tu viens et ce qui te porte. Et voilà, d'en savoir un petit peu plus sur peut-être des choses que tu n'as encore jamais dites. En tout cas, on l'espère. On verra ce qui émerge. On va essayer de découvrir ça. Eh ben, Fabrice, première question. Alors déjà, toi, tu es quelqu'un multicasquette, homme à tout faire, je ne sais pas comment on pourrait dire. Oui, il y a cas, une différence entre les deux, mais Il y a une différence entre multicasquette certainement. mais tu fais plein de choses. Tu viens de l'image co-citoyen sur l'encadrement de groupe au Greta, sur des questions du fresque du sol, de permaculture, enfin bref, plein de choses. Qui es-tu, Fabrice Wagner? Alors, oui, par rapport à mes trajectoires, parce qu'il y en a beaucoup. Elles se sont développées au fil du temps, hein, c'est-à-dire que ces trajectoires qui ne sont pas arrêtées, figées dans le marbre aujourd'hui. Et donc, qui je suis? Moi, j'ai grandi en Alsace, donc voilà, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à la campagne, et je crois que c'est assez important pour moi de le dire. T'es du Bas-Rhin, donc. Oui, je suis du Bas-Rhin, oui. Ok. Donc Pas confondre avec alors, le Haut-Rhin, s'il faut être très précis, je suis dans un petit village qui s'appelle Gerstheim, et donc c'est au milieu du Ried, entre Strasbourg et Colmar. Voilà, le Ried étant la zone marécageuse de l'Alsace. D'ailleurs, qui n'est pas loin de me faire penser à certaines parties de la Touraine où je vis aujourd'hui. Donc oui, j'ai grandi en Alsace, dans un milieu assez rural. Donc j'ai fait mes études à Strasbourg. En fait, là encore, il faudra peut-être qu'on en parle parce que j'ai envie de dire plutôt la scolarité, ouais. que j'ai plutôt arrêté mes études à Strasbourg. J'ai commencé effectivement mon premier job là-bas, qui était lié à l'image. Donc moi j'ai acheté mon premier appareil photo, s'il fallait commencer Ouais. par ce métier qui me traverse depuis maintenant 40 ans. J'ai acheté mon premier appareil photo en 87. Donc on n'était pas sur du numérique, on était sur de l'argentique. C'était quoi comme Complètement. modèle, tu t'en souviens? Oui, c'était un Chinon CP7M. Chinon, ça s'invente pas. Non, mais j'ai même pas pensé, tu vois. Donc effectivement, c'était un C'était Chinon. un Chinon, comme quoi on y revient, la boucle est bouclée. Ok, je ne connaissais pas cet appareil photo. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait acheter cet appareil photo? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça a été une curiosité comme ça? Ça vient d'où? Alors, il y a eu une discussion assez passionnée avec mon cousin qui déjà à l'époque voyageait pas mal. Et lui, il avait des Nikon et il me montrait les photos qu'il faisait. Donc ça m'avait intrigué. Je pense que c'est parti de là. Le déclic en a eu un, c'est une déception amoureuse.
OK. Ouais. Et donc j'ai acheté mon premier Tu as appareil photo. compensé avec un appareil Et photo? complètement. Et donc j'ai vidé mon compte en banque, OK. je pense au franc prêt, parce qu'à l'époque c'était au franc. J'ai acheté cet appareil photo sans trop savoir ce que j'allais faire. Et là, ce qui est assez magique, c'est que évidemment, quand on est euh, sous l'emprise, en fait, hein, je ne le savais pas encore quand je l'ai acheté, évidemment, d'une passion, parce que il faut commencer par ça. Je pense que ma carrière professionnelle commence par une passion. Ben, je me souviens, bon an, mal an, de toutes les images que j'ai prises, les premières de ma première pellicule. Oui. Et est-ce que tu faisais ça aussi? Tu les développais toi-même? Est-ce que tu Oui. avais cette chambre rouge Oui, qui était. c'est venu un peu plus tard, mais assez Ok. rapidement. Je pense que quelques mois après, j'ai compris l'utilité aussi de développer mes images et je suis allé même plus loin. Je faisais même mes pellicules. Ok. Donc si on reprend déception amoureuse, t'achètes cet appareil photo, c'est un déclic avec ton cousin. Et après, comment on raccroche ça j'allais dire, une carrière professionnelle? En tout cas, un projet pro. Ce qui s'est passé, c'est que bon, je suis rentré dans des milieux à Strasbourg assez rapidement. Et là, je vais parler de mon premier passeur qui s'appelait Constant. Euh, Excusez-moi, je suis un peu... Voilà. C'est ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Et donc un monsieur qui était en fait le mari de ma prof d'anglais, Béatrice Binge. Je me Ah ouais. souviens tous les noms. Hein, donc, et donc il était là, je me souviens, je ne sais plus pour quelle raison j'étais allé voir Béatrice ce jour-là. Il était là, je ne savais pas qu'il était photographe. Alors, or, c'était un photographe, c'était le photographe de l'observatoire donc de Strasbourg, des étoiles, et puis il s'y connaissait en technique ancienne, et il était vraiment passionnant. Et ce gars-là, que j'ai pas connu longtemps, eh ben, il a été assez déterminant dans mes choix de carrière. Il s'est avéré qu'à un moment donné, ben, 69, c'était la dernière classe en France où le service militaire était encore obligatoire. Donc j'ai été amené, et comme j'étais opposé au fait de porter des armes à l'époque, donc à me diriger vers une objection de conscience. Et donc c'est Constant qui m'a appris qu'au Palais du Rhin, à l'inventaire des monuments historiques, eh ben, il cherchait un objecteur de conscience. Alors là, je suis tombé dans une dimension, donc j'ai accepté, et j'étais en études de lettres à l'époque, de lettres et d'histoire de l'art. Et en fait, l'occasion se présentait. Et donc, j'ai eu effectivement un cas de figure où j'étais un peu tiraillé hein, sur la question d'arrêter mes études. Et c'est avéré que j'ai fait le bon choix. C'est-à-dire que pendant 17 mois, j'ai appris plein de choses. J'étais dans un laboratoire professionnel extraordinaire. J'ai appris à travailler à la chambre photographique 13-18. J'ai fait de la photographie d'architecture. Et alors, comme j'étais pas si facile à mener, j'ai envie de dire, à l'époque, j'ai eu la chance de scinder mon objection de conscience en deux. J'ai terminé mon objection par un reportage sur le quartier dans lequel j'habitais, de Dorf, dans un centre socioculturel. Et donc avec exposition à la médiathèque et un livre derrière. Et ça, si c'était assez déterminant, c'est qu'il y a eu, dans mes pérégrinations et mes recherches de portraits dans mon quartier, j'ai rencontré un éditeur qui s'appelait Ronald Hirley. Et j'ai fait son portrait. Et il m'a donné plein de boulot, en fait, suite Ok. à mon objection de conscience. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc des boulots de quel type? Alors bon, assez commercial, parce que là aussi, moi j'avais mes limites. J'étais un petit peu un rêveur et un petit peu artiste, certainement, quelque part. Euh, euh, donc oui, pour l'anecdote, comme tu me demandais de soutirer des anecdotes, j'ai quand même été à l'époque, tout en étant objecteur de conscience, Mhm. à côté d'un colonel en train de photographier des manœuvres militaires en Allemagne. Évidemment, j'ai même plus su lui dire que j'étais objecteur de conscience, mais j'ai fait par exemple un livre, un de mes premiers livres, mes premières images, c'est assez d'actualité, sur l'Eurocorps, une possible armée franco-allemande. Ok. Ah ouais, d'accord. Déjà à l'époque. Ok. Ok, super intéressant. Donc du coup, tu faisais les articles? Non, tu faisais les photos uniquement? Alors là, je faisais des photos donc pour cet éditeur, mais aussi Ok. pour un petit magazine, qui a été aussi très déterminant pour moi, un magazine culturel à Strasbourg qui s'appelait Lamplight, D'accord. donc qui a été dirigé par Bruno Chivan, qui est resté dans ce monde des magazines très très longtemps, Bruno. Et ça m'a permis en fait de faire pas mal de portraits d'artistes à l'époque assez connus.
T'as des noms donc il y comme a ça? des jazzmen. Ah oui, il y avait Luis Clavis, j'avais Tran Hung de L'eau de la papaye verte, Jim Harrison, qui est un auteur que j'adore encore Mmh. aujourd'hui, plein OK. d'autres. Ouais, j'ai eu Intéressant. Agnès Varda, j'ai eu, enfin bon, il y en a eu pas Effectivement, mal. quelques personnes de renom. Ouais. OK, effectivement. Et donc du coup, donc tu fais ces petits boulots-là, enfin ces petits boulots, en tout cas tu enchaînes ces contrats, enfin je sais pas comment ça se Oui, passait, c'était ouais, des c'est des contrats, des contrats. piges, oui. OK. Ouais. Et après du coup, donc est-ce que tu as, vers quoi tu t'es dirigé après ce temps-là? Est-ce que tu as fait une reprise d'études ou pas du tout? Est-ce que pour toi les études c'était définitivement Alors terminé? ça n'a pas été si simple cette période. Donc j'avais environ 23-24 ans. J'étais censé revenir aux études. Et là c'est pareil, c'est un peu la réalité professionnelle Mmh. qui m'a rattrapé. J'ai pu intégrer l'équipe des photographes du Conseil de l'Europe à l'époque. Et donc ça m'a permis de gagner ma vie, tout OK. simplement. Et ça a été assez déterminant. Et donc le choix était tout fait. Mais pas aussi simple, car à l'époque, en même temps, j'ai rencontré donc la femme de ma vie, avec qui je suis toujours aujourd'hui, donc Patricia. Et il s'avérait qu'elle, à l'époque, avait trouvé un boulot à Bruxelles. Donc ça, c'est le gros changement dans ma vie, c'est que à l'âge de 24-25 ans, je suis parti donc à Bruxelles, j'ai suivi Patricia. OK. Et donc ça a un peu tout chamboulé. Donc professionnellement, ça n'a pas été très facile pour moi de rebondir aussi Mmh. facilement en termes de photos. J'ai quand même intégré des milieux à Bruxelles, et plutôt des milieux artistiques cette fois. OK. Ouais. Et Tout donc se passe dans là, le milieu en tout cas. En tout cas dans ce milieu voilà. photographique, culturel, Donc artistique. j'y allais, j'étais quand même OK. de tempérament et toujours aujourd'hui assez curieux, et j'ai toujours une facilité à toquer aux portes et Ouais. me présenter pour avancer. Et je pense que ça a été déterminant pour pas mal de choix dans ma carrière. OK. Et du coup, après, les portes sont ouvertes comme ça. C'est plutôt un travail de réseau, du coup, si j'entends bien, Mm. plutôt de reconnaissance qui a Ouais. permis petit à petit, du coup, de se faire un nom, en tout cas une place dans ce milieu de la photographie, quoi. Avec peut-être l'avantage en Belgique d'être dans un milieu plus petit. OK. Et je pense que ça devait correspondre un petit peu à une forme de taille humaine qui me permettait d'évoluer. Et puis aussi, il y avait une qualité d'écoute qui était quand même assez extraordinaire à l'époque. Et donc, je suis devenu ami avec un directeur de galerie, Galerie Contre-Type, Jean-Louis Godefroy. Et on a été amené à travailler ensemble autrement, car là, il y a eu un autre revirement dans ma carrière liée à l'image. Je suis devenu éditeur de livres photos. OK. Et en Belgique, il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs, hein. Il y en avait 3 ou 4. Donc très peu de compétition finalement, D'accord. on se connaissait tous. Et donc en 2002, j'ai créé ma société, Le Caillou Bleu, OK. qui n'était autre. Pourquoi Le Caillou Bleu? Parce que mon C'était ma intention au question. départ, c'était de faire des livres pour enfants. OK. Et alors, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, dans un premier temps, je me défendais de faire des livres d'images, mais c'est venu très rapidement. Et OK. donc, voilà, arriva ce qui arrivait, ce qui devait arriver, c'est qu'en 2005, j'ai publié mes 3 premiers livres photos, OK. avec des artistes photographes que je connaissais, dont le mien. Et puis, ça s'est très très vite enchaîné. Donc, sur une dizaine d'années, j'ai publié une quarantaine de livres, et distribués de manière internationale, au Japon, aux États-Unis. Et voilà, c'est un milieu niche. J'ai eu une très très belle parenthèse dans ma vie concernant Parenthèse, l'édition. tu Oui, définis comme c'est une parenthèse parce que je pense OK. que tout ça est émouvant, tout ça ne veut pas dire que c'est fermé. Et puis être vraiment au sein d'une niche, hein, comme ça a été le cas dans le monde de l'édition photographique, c'est un peu, on pourrait comparer ça au monde de l'édition en poésie, hein. OK. C'est tout petit, hein. Peut-être que la photo était peut-être plus exposée, plus dans la lumière que la poésie. Les deux, des fois, se confondaient, se rejoignaient, hein, dans mes livres aussi. Donc voilà, donc j'ai arrêté de faire des livres en 2013. OK. Ouais. Et pour quelle raison? Il y en a une? Enfin, si, il y en a Ouais, une. il y en a une. Alors c'est étonnant, hein, c'est la réponse évidente à une question qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un livre en plus? OK. La T'avais fait. la question a induisait la réponse, OK. c'était non. Oui, d'ailleurs, quand on Et se pose donc, la question en général, c'est non, non, que je crois que, non. et j'ai très vite rebondi sur cette énergie de me dire il faut que j'arrête. J'avais quelques projets en cours, évidemment. Mmh. Et je dois dire qu'autour de moi,
ça m'a permis de faire la part des choses. C'est étonnant comment le rôle un peu peut se confondre avec l'amitié et aussi le côté d'accompagnement, parce que chaque projet en soi était en finalité un accompagnement Il de y a un l'artiste. engagement personnel aussi. Complètement. Moi, j'étais derrière mes livres, un peu comme les enfants, hein, je veux dire, derrière des enfants. Donc, j'y allais. J'y allais Ouais. avec mes caisses, j'y allais dans les festivals, j'allais, oui, Ok. plutôt 2 fois qu'une, ouais. À Bruxelles, t'étais où exactement? Alors moi, j'ai C'était toujours quel habité dans le quartier nord-est Scarbeck, qui est une quartier? Ok. très très grande commune. Je suis allé à Bruxelles 3 fois, donc autant Voilà, dire que très grande commune je connais Ixelles, de, je connais deux, de, trois de endroits. Je sais Bruxelles. que c'est le principe de village dans la ville. C'est un peu ces arrondissements qui Oui, ont un il peu y cet a esprit village. 19 arrondissements Ouais. avec chacun ses spécificités, un peu comme à Paris. Ouais. Alors, ça n'a peut-être pas la typicité. Il y a aussi ce qui m'intéressait et ce que j'ai pu retrouver aussi. Moi, j'ai grandi sur une frontière en Alsace. Donc avec une influence allemande. Et pour rappel, le Rhin fait la séparation. Voilà, L'autre côté de Strasbourg, c'est l'Allemagne. exactement. Donc j'habitais moi à 2 kilomètres du Rhin. Donc Ok. Gerstheim, c'était vraiment sur le Rhin. Donc il m'arrivait d'aller en Allemagne ou de pêcher dans les bras morts du vieux Rhin. Tu faisais tes Donc, courses toi aussi en Allemagne, comme tous les gens oui, en Alsace? oui, on Hein, j'ai traversait, connu ça pendant on longtemps. J'ai de la famille traversait. en Alsace, je te l'ai déjà dit. Ouais, Et ouais. du coup, oui, on avait ce réflexe d'aller faire nos courses en Ouais, Allemagne tout où à la vie fait. était quand même moins chère pour revenir en France. Chercher de l'essence, Oui, c'est ça. quelques Effectivement. produits de consommation, tout à fait. Et donc en fait, j'ai retrouvé cet esprit un petit peu de frontière, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé jusqu'à aujourd'hui. En Belgique, avec les deux, on va dire, et culture et langue et influence, et donc je me suis toujours bien senti en Belgique pour ça aussi. Ok. Ouais. Oui, t'as cette espèce de mixité, en tout cas quelque chose de Culturel, cosmopolite, quoi. complètement. Assez Donc, acquis. ma compagne étant aussi anglo-italienne, Hmm. donc nos enfants donc, sont nés à Bruxelles, donc on a effectivement une espèce de micmac. J'ai des origines aussi espagnoles, un petit peu. On Un a, bel oui, esprit européen, en tout cas, quelque oui, chose ça de... on peut le ouais, dire, oui. ça c'est évident. Je reprends sur la photographie. Il y a eu, je sais pas si tu te rappelles forcément, allez, je crois que c'était fin 90, début 2000 peut-être, ce tournant de l'argentique au numérique. Comment toi tu l'as vécu ce passage? Je me rappelle alors de, euh, de choses que j'ai vécues dans des villages, hein, où ces petits photographes disparaissaient. Alors toute la profession de la photographie n'a pas disparu heureusement, mais on a bien senti qu'il y avait effectivement des choses qui changeaient radicalement, des choses qu'on retrouve aujourd'hui avec l'intelligence artificielle en fait, hein. On voit bien que les choses vont pas disparaître, mais elles vont se remodeler de manière peut-être un peu radicale. Toi, ce tournant-là du numérique, comment tu l'as vécu? Alors je l'ai vécu de deux manières. J'ai acheté mon premier appareil numérique en 98 déjà. Ok. Donc j'avais déjà trouvé des applications professionnelles à l'époque pour aller de l'avant, et c'est très vite devenu un argument de vente pour moi et professionnel. Donc bon, c'était assez dérisoire hein, quand on regarde les stockages à l'époque et les qualités en résolution. C'est ça, on Mais avait- néanmoins, ça permettait de proposer de manière assez rapide, hein, à des coûts déjà réduits à l'époque, à certains de mes clients, voilà, des plaquettes A4 en très très bonne qualité. Maintenant, là, j'aime beaucoup ta question. Merci, elles sont pas toutes comme ça, je te préviens. Non, mais ça c'est super intéressant parce qu'elle est très déterminante pour ce que je vis aujourd'hui. Ces passages. Pour moi, le passage, donc, on continue de le vivre aujourd'hui avec les intelligences artificielles. Tu viens de le dire. Et aussi, où j'ai peut-être un peu plus souffert à l'époque, c'était, bon, normalement, peut-être pas tout de suite au départ, j'en ai pas eu vraiment conscience que ça allait autant m'impacter. C'est le rapport qu'on a au temps. Et là, je dois dire que beaucoup de choses ont changé en 20 ans, 25 ans, on va dire, hein. Il y a effectivement une formidable ou alors une inquiétante, je ne sais pas comment il faudrait le dire, accélération du temps. Et on ne sait pas trop où ça va nous mener, si ce n'est que le message et la facilité de faire une image aujourd'hui, que ce soit ou un message, quand j'ai un message, je parlais juste d'image, de la transmettre ou de la publier. Elle se fait maintenant à un temps record. C'est-à-dire qu'on est attaché, peut-on être indépendant de notre appli ou de notre petit joujou, de l'extension de notre main aujourd'hui? Ça, c'est une autre vraie question. Cela dit, moi, je me pose toujours les questions aujourd'hui sur où potentiellement ça va nous mener de gagner toujours du temps et pour faire quoi. Et donc, alors j'ai la chance, moi, d'avoir vécu les deux. Je le dis souvent comme ça, et surtout en lien avec ce que j'appelle la contemplation au sens large du terme, et d'être en mesure de soutenir un regard sur quelque chose ou sur quelqu'un. Sans transition, une autre question. C'est quoi ton Everest professionnel? Disons, le sommet le plus dur à monter
le sommet le plus dur à gravir? En termes Dans d'expérience ton expérience, ou aujourd'hui bah, ça peut être aujourd'hui ou dans ton expérience. Qu'est-ce que tu identifierais comme peut-être la plus grande difficulté que tu as eue ou que tu as à affronter au niveau professionnel? Si tant est qu'il y en ait eu. Ça peut ne pas Oh, être il y a vécu eu, comme ça. j'ai vécu des crises professionnelles. Je pense que elles sont souvent liées à des formes d'injustice chez moi, lorsque effectivement, voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec un projet dans un projet, on n'est peut-être pas assez écouté, peut-être que les choses sont pas assez définies. Donc, sont des situations dans lesquelles je me suis retrouvé et qu'aujourd'hui j'arrive à, on va dire, anticiper Ok. à laquelle je donne énormément de place. Avec Euh, l'expérience en tout cas. Exactement, Ouais. donc j'ai des points d'attention et d'ailleurs en termes d'accompagnement professionnel aujourd'hui je travaille sur ces points d'attention, c'est-à-dire la question de quoi on parle, rien que celle-ci, elle est hallucinante. Comment 8 personnes dans une formation vont y répondre? Ouais. C'est complètement dingue. Et je pense qu'il faut absolument toujours la poser pour qu'on soit, voilà, on essaie d'avancer un petit peu dans un esprit d'équipe, tant et si bien qu'il y a un travail d'équipe, ça aussi. Maintenant, personnellement, je pense que les défauts de motivation, de temps à autre d'ennui, Hmm. hein, j'ai fait énormément de choses dans ma Ce vie que j'allais et dire, est-ce que tu sais t'ennuyer du coup? tout ceci m'ennuie, tu veux dire? Est-ce que Non. non, est-ce que tu sais t'ennuyer? Ouais. Est-ce que tu Oui. sais ouais. Oui, il est arrivé et c'est quelque chose qu'on m'a déjà reproché, c'est que je... Et là aussi, avec le recul, là, on a pu me reprocher que je m'ennuyais très vite, que je passais à autre chose, ou que je lâchais facilement. Hmm. Et en fin de compte, je crois que j'ai toujours plus mis ça sur l'idée d'être libre, d'effectivement bifurquer. J'ai énormément bifurqué. Et je continue de bifurquer. Hmm. Mais pas parce que, effectivement, pas par peur ou incompétence ou illégitimité, parce que ça on le retrouve tout le temps, on n'est pas légitime. Ça, c'est un truc que j'entends énormément autour de moi, donc on ne le fait pas. Or, souvent, ça vient, en tout cas quand on l'amène personnellement, quand il y a un intérêt, quand j'ai une personne me dit, ah, moi j'ai toujours voulu faire ça, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle a une tonne de deux. Et, euh, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, justement. Ah oui, t'as voulu travailler là-dessus, mais pourquoi, comment, explique-moi. Et essayer de mettre cette personne en position de pouvoir au moins y goûter. Hmm. Absolument. Mais souvent, non, on balaye ça d'un revers de la main. Et je pense que j'ai toujours été, me concernant, très attentif à ça. Ok. C'est-à-dire que s'il fallait que j'essaie, j'allais tout mettre en place pour y arriver. Quitte à te rendre compte que c'est pas fait pour toi ou que Complètement. c'était pas la bonne chose, mais Complètement. d'avoir par Voilà. expérience, quoi. Et là, j'en ai plein des exemples, hein. Quand j'ai été amené à défendre mes livres au Japon, je me suis dit, ah, ce serait bien, j'avais tellement adoré, voilà, pareil, je vais apprendre le japonais. Et en fait, non. Au bout de 3 cours, je me suis levé, j'ai fait ma courbette, j'ai dit, pas pour moi. Ouais. J'étais largué, mais largué, Mm. c'était hallucinant comment j'étais. Alors, c'était un bon. Après, j'ai découvert que c'était un cours qui était un peu, ayant compris, très, très commercial, très. Voilà. Donc, ça m'intéressait pas. C'est marrant ce que tu dis sur la question de la légitimité, parce que ça me fait penser aussi beaucoup au syndrome de l'imposteur, qu'on peut tous avoir, ou qu'on a tous d'ailleurs, je pense, à un moment, enfin, dont on parle peut-être pas assez, parce que je me rends compte que c'est quand même la source de beaucoup de mal-être professionnel, que de se dire, en fait, je fais très bien mon travail, mais je suis incapable de le reconnaître, ou c'est pas forcément ne pas se sentir à sa place, d'ailleurs, enfin, je peux parler d'expérience professionnelle, quand on est du touche à tout, voilà, on peut se sentir très bien et très épanoui, pourtant il y a toujours une petite voix qui te dit mais en fait tu le fais, mais t'es pas la bonne personne pour le faire, quoi. C'est toujours difficile en fait de dépasser cette espèce de crainte intime en fait. La question du syndrome de l'imposteur peut venir avec pour moi, quelque chose d'assez bénéfique, sans s'en rendre compte, hein, forcément, c'est la question d'être en mouvement. Et justement, pas forcément en contrôle. Ouais. Et donc, dépasser ses capacités quelque part, ça dépend un petit peu dans quelles circonstances, j'ai envie de le dire, hein, si c'est fait quelque chose qu'on t'impose ou quelque chose que tu souhaiterais faire, ou alors se déclamer légitime alors qu'on ne l'est pas vraiment, ça dénote peut-être d'une envie qui est plus profonde. Et je pense qu'elle est positive pour moi. En tout cas, elle a été positive dans mon cas. C'est effectivement de dépasser un petit peu les limites
que tu connais, et des fois, même quand c'est dans des directions qui sont insoupçonnables. Donc là, je me retrouve au Greta depuis un an. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire sur lesquels j'arrivais pas à mettre des mots. L'accompagnement, effectivement, professionnel, il y a 2 ans, jamais j'aurais imaginé en faire. Ouais, ça renvoie peut-être à quelque chose de l'humilité aussi. De se dire finalement, voilà, je vais apprendre en même temps que je vais faire. Il y a aussi ce côté-là, et qui peut être aussi riche professionnellement, Ah peut-être. oui, et Tu vois, là, peut-être je dans dois cette dire dynamique. que j'aime bien le mettre comme ça. C'est pas une formation pour moi, c'est pas un temps donné qui va de juillet à septembre. C'est c'est être confronté. Et là, en l'occurrence, j'ai eu un groupe de 55 plus, donc c'était un projet pilote qui m'intéressait Ouais. en tout lieu, parce que j'ai moi-même 55 ans. Et c'était de se dire, finalement, j'ai pas ici 8 personnes pendant 2 mois, j'ai 8 personnes de 55 ans et avec 400 ans d'expérience. Hmm. Ouais, ça. Et ça, c'est génial. Ça fait vibrer. C'est que chacun est tellement différent, est tellement divers, et chacun a tellement de visages différents que tu le multiplies en plus par 8, tu le multiplies par 55, c'est juste Ouais. extraordinaire tout ce qu'il y a derrière. Et, euh, et là, il y a des choses à gratter. Je pense qu'il y a vraiment des moments sur lesquels s'arrêter pour pouvoir avancer, faire prendre conscience que oui, il y a toujours eu ça, et que qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Est-ce que tu vas te mettre en capacité est-ce que tu vas reprendre confiance pour poser la question à cette personne à qui tu veux parler Hmm. depuis 20 ans? Oui, il y a tellement d'autres questions qui se posent à d'autres niveaux que simplement, ben, j'ai envie de dire, je dis pas ça pour mes collègues, hein, ce que je vais dire, que de réapprendre à écrire la grammaire française à Ouais. 55 ans. Hmm. Ouais, c'est clair. Ouais. Du coup, tu me tends une perche pour une fois qu'il y a une transition toute trouvée, je vais la prendre. On t'a laissé, j'ai envie de dire, photographe à Bruxelles, éditeur de livres. Tu as arrêté. Comment, et là ça nous fait le dernier passage, j'allais dire, avec ton activité d'aujourd'hui, comment on se retrouve aujourd'hui, intervenant, intervenant formateur au Greta, de Chinon en l'occurrence, mais pas que. Comment? Comment ce passage Oui. j'allais dire, de la production à de la transmission, finalement? Alors, j'ai acté mon besoin d'animer dans ma vie lorsque j'ai arrêté mon métier d'éditeur. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de flottement. Euh, alors, certains me disaient, ouais, c'était à traverser du désert, voilà, la peur du vide. Non, en même temps, j'ai très vite compris que c'était plus un espace de création et un moment où je pouvais me poser d'autres questions à un autre niveau, peut-être. Et donc, en fait, j'ai opté à l'époque, comme beaucoup de personnes transitionnant, je lisais Pierre Rabhi sur les questions de transition, donc de manière générale. Donc, j'en lisais d'autres, hein, pas que Pierre Rabhi. Mais j'ai été amené, en fait, à faire cette formation chez Terre Humanisme, donc en Ardèche pendant 9 mois pour devenir animateur en agroécologie. En agroécologie, pourquoi? Parce que bon, bah, ça me correspondait. C'était effectivement là tout mon passé rural qui remontait avec certaines connaissances et donc peut-être un peu de légitimité, mais avec effectivement une découverte extraordinaire, celle de se mettre en capacité d'accompagner d'autres et de se chercher aussi. Hein. Là, il y a un autre passeur. Alors, je ne suis pas le seul à aimer cette personne. Hein. On l'a beaucoup cité dans le milieu de l'agroécologie, en tout cas ceux qui ont suivi le même parcours que moi. Donc, Monsieur Michel Vidal, qui nous a poussé un petit peu dans nos retranchements pour essayer de parer à n'importe quelle situation, quelque part, j'ai envie de dire, en toute confiance, avec la bonne distance, la justesse en termes de relationnel et de cadre bienveillant. Donc là, il y a eu ce monsieur et ça m'a énormément inspiré, beaucoup plus loin que simplement l'animation en agroécologie. Ça a été l'animation tout court. Et D'accord. donc là, j'ai été amené, c'est étonnant, à effectivement accompagner les personnes désireuses de créer leur jardin nourricier, mais aussi à reprendre des formations en photographie, à reprendre des formations alors, sur divers sujets et variés, en édition. J'ai fait des ateliers sur comment faire des livres sur 3 jours. Enfin, il y a eu Ok. énormément de Ouais. choses. Et en fait, naturellement, je suis arrivé au Greta par cette porte et ce désir
de quelque part accompagner et aussi de partager le vécu que j'ai pu avoir dans ma vie, qui a été un peu multiforme et multiprofessionnel. C'est un peu une suite logique, si j'entends bien pour toi, en tout Oui, cas. oui, je suis pas C'est-à-dire, étonné. après un temps d'expérimentation, de réalisation, production, voilà, développement pro, il y avait cette idée de transmission qui continue. Ouais. Et je pense que là, la formation, en l'occurrence, était vraiment, vraiment très adaptée. Il y a le mot confiance qui apparaissait Ouais. ici. Et je pense que quand je retrace, et il est loin d'être fini, tout ce petit parcours Mm. que j'ai vécu, il fallait avoir confiance. Ok. Ouais, En ouais, soi déjà et en ouais, autre je aussi. pense que, je Ouais. pense que oui. Ok. C'est quoi ta relation au tiers-lieu? Donc, le bloc est un tiers-lieu. Assez rapidement, on a été mis en relation au début, et puis voilà, je crois que tu as accompagné le tiers-lieu du bloc, et du coup, tu accompagnes ce premier blockcast, et j'en suis ravi. Mais dans ton parcours à toi, alors les tiers-lieux, on en parle beaucoup depuis les années 2010-2012 en France. En France, hein, où ça a commencé vraiment à émerger, mais ça date pas d'hier, ça date d'il y a pas mal de temps, années 70 Oui, bien pour les sûr. premières notions de tiers-lieu dans les pays anglo-saxons. Toi, ta relation au tiers-lieu? Bah, c'est un mot que j'ai découvert assez récemment, finalement, hein. Pas le mot en soi, mais la vraie question, et la question qui est importante pour moi, c'est qu'est-ce qui fait tiers? Et justement, dans la question de l'alternative et des voies un peu diverses qui peuvent amener tout, en parcours de confiance, de vie professionnelle, relationnelle, qu'est-ce qui peut faire tiers? Et donc là, ma vie le montre un petit peu, parce que j'ai dû, bon an, mal an, toujours faire tiers quelque part dans ma vie. Il y a toujours eu des options, et peut-être le tiers-lieu, il est là. C'est l'espace qui nous met en capacité de réaliser qu'il y a d'autres voies, qu'il faut absolument les explorer, pour peu qu'on ait un environnement qui permette de le faire. Ok. Avant le bloc, tu en avais fréquenté d'autres, en tout cas. Enfin, identifié comme tiers-lieu, j'entends bien l'idée que Mhm. voilà, la notion de tiers-lieu, d'ailleurs, on le redit, hein, il y a des tiers-lieux qui s'appellent tiers-lieux et qui Mhm. en sont, d'autres qui ne s'appellent pas tiers-lieux et qui en sont quand même. Oui, voilà. Voilà, c'est une Donc à approche. partir du moment où je suis rentré, quand je me suis formé pour devenir animateur, là j'ai côtoyé un petit peu plus Ok. effectivement de structures qui Dites. avaient cette capacité et de recul et de considération de l'être humain un petit peu à un autre niveau. Mhm. Rien de descendant, juste de l'ouverture, du dialogue, du partage, un espace pour boire un café, pour parler avec quelqu'un. Oui, j'ai été dans ces milieux-là. Ça ne s'appelait pas les tiers-lieux en soi, Ouais, bien sûr. mais oui, oui, tout à Ok. fait. Bon, on rentre un peu dans les questions pêle-mêle, même si c'est déjà un peu le cas depuis le début. Mais voilà, pour terminer ce podcast, quelques idées comme ça. C'est quoi ton rituel quotidien, si tu en as un, ou ton toc boulot? Alors, ça peut être sur le chemin du boulot, au boulot. Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, peut-être même une superstition, quelque chose, en tout cas, est-ce que tu en as une et est-ce que tu as quelque chose comme ça qui revient? Alors, ça dépend quel boulot, vu que j'ai plusieurs C'est ça. casquettes, tu as commencé par ça. Je crois que mon toc vis-à-vis de tout ce qui est audiovisuel, parce que je suis un petit peu un mercenaire solitaire dans ce milieu-là, c'est de faire cette checklist où chaque fois que je pars, effectivement, c'est plus je me mets toujours en situation, non, j'arrête tout, est-ce que j'ai tout? Ok. Et c'est très rare que je me plante. Ok. Et donc ça, c'est un vrai, alors oui, une déformation professionnelle, ou alors une heureuse, j'ai envie de dire, Ouais. et obligatoire. Perfectionniste, quoi, un peu. Hein? Perfectionniste, quoi. Un Oui, côté, voilà. pour ça, ouais, mes batteries seront pleines, mes Ok. backups seront faits. Là, je suis très, très sérieux par rapport à ça. Et c'est très drôle parce que si je, je suis beaucoup moins sérieux pour le reste de manière générale. Je suis assez organisé et oui, quand il s'agit de travailler, je peux être assez organisé, très organisé. Est-ce que tu t'appuies sur ce meilleur ami qui est le post-it? Non, Non, pas de post-it. non, je retiens tout. Toute mémoire. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, l'autre chose, c'est que j'ai une perception de l'espace-temps qui me permet de quasi jamais regarder l'heure. Ok. Ah oui, gestion du temps. Et je suis jamais en retard. Ok. Et peut-être parce qu'il n'y a pas de peur d'être en retard.
Oui, oui, ça doit être ça. Tu Ça vois. doit être confiance. Ouais, Ou alors bah, c'est l'influence germanique, je sais pas. c'est peut-être ça, il y a peut-être un truc. S'il fallait extrapoler, je n'en sais rien, d'où Mais en ça général, vient. enfin, à part de rares cas où on est en retard parce que c'est pas de notre faute, que, voilà, etc. Mais souvent le retard, on est quand même un peu responsable, on doit quand même l'avouer. Enfin, moi, je suis plutôt du genre à me dire, oh bah c'est bon, j'ai le temps. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, Enfin, tu vois, donc c'est aussi une liberté oui. qu'on se donne de dire, ok, je me donne la liberté d'être en retard. Il y On, a un truc un peu comme ça, quoi. on peut tous se dire qu'on a le temps, mais je suis pas sûr qu'on répond tous de la même manière. C'est ça sur le truc. Euh, c'est quoi les trois compétences que tu identifierais, toi? Alors, il va peut-être falloir prendre sous un angle, effectivement. Moi, s'il y en avait trois qui faisaient peut-être le lien avec tout ce que tu nous as raconté là, toute ta carrière professionnelle. Alors, euh, moi j'aime bien mettre la nuance, parce que souvent je l'ai vu depuis que je suis en France, hein, alors est-ce une confusion ou est-ce une volonté d'ouverture, je ne sais pas, le terme compétence confondu avec les qualités. Donc moi j'ai des compétences parce que j'ai des compétences manuelles, Hmm. par exemple, hein, donc j'aime bien en faire part, donc ça rejoint un peu l'idée de l'intelligence de la main, hein, dont on parlait tout à l'heure, face aux IA par exemple. Donc j'ai une partie de moi, en termes de compétences, oui, j'ai une partie de moi qui est très 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 bricoleur, et puis j'ai l'impression des outils, qu'ils soient audiovisuels ou pas, assez juste et passionné quand je m'y mets. Ok. Donc ça, j'en parle en termes de compétences. Maintenant, en termes de qualité, peut-être que une qui me traverse aujourd'hui, c'est certainement encore à un autre niveau, une qualité d'écoute euh, et de clarté. Enfin, l'une est liée à l'autre, de toute manière. C'est-à-dire que quand on est amené à accompagner des personnes et en demande et en difficulté, et où. Et je pense que c'est très important. Et ça, je me suis découvert, et c'est peut-être pour ça que je me retrouve là, aujourd'hui, en train d'accompagner des personnes. Donc, la euh. clarté de ton propos par rapport à l'écoute. Alors, la clarté, comme garantie que je vais effectivement accompagner au mieux. Ok. Ça, c'est super important, me mettre en situation de clarté. Et alors, pour mettre en situation de, de réalisation, hein, Hmm. les personnes avec qui je suis, qu'ils ont énormément de force et de pouvoir en eux pour arriver à n'importe quelle fin, quelque part. Et c'est là qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il y a énormément de freins, de croyances limitantes aujourd'hui. Pour moi aussi, j'en ai un plein. Mais c'est effectivement essayer de décharger un petit peu, enlever cette charge qu'il peut y avoir de croyances Hmm. chez chacun d'entre nous. Ouais. Et donc là, je me mets en cette situation à travers de la clarté, à travers de la bienveillance, euh, 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 pour permettre effectivement à d'autres d'avancer, tout simplement. Ouais. C'est quoi, contrario, tes compétences inutiles? Ou ta compétence inutile, un truc que tu sais faire qui sert à rien? Je dirais, ouais, celle-ci, je la trouve de plus en plus inutile parce qu'elle est, et justement là je reviens au temps, c'est la manière dont on peut devenir feignant aujourd'hui. Il y a quelque chose qui me Hmm. dérange, et j'aimerais bien plus me mettre en situation d'être feignant sous un arbre en train de regarder le ciel, euh, comme j'ai pu le vivre dans mon enfance, hein, de toute manière, énormément, souvent même, hein. C'est moins possible aujourd'hui? En tout cas, justement, je fais certainement d'autres choses beaucoup plus inutiles. Que ça qui pourrait être utile au final, quoi. Exactement. Ouais, Ok. ouais. Non, ça, Ouais. compétence inutile, c'est drôle comme question. Par où, un truc que je ne devrais pas, je sais pas, non. Non, c'est bien. Non, ouais, non. C'est quoi ton rapport à LinkedIn? Ouah, quelle question. Est-ce que tu l'utilises ou pas déjà? Alors, je l'utilise un petit peu plus que les autres. Je le trouve plus, en termes de réseau social, donc professionnel, euh, bon an, mal an, je le trouve plus serein. Ok. Si ce n'est que, bon, il y va avec son lot de sollicitations diverses et variées et complètement incongrues. Euh, oui, j'ai
Ouais, je sais pas trop. Moi, je sais pas si j'ai un rapport à LinkedIn d'ailleurs. Ouais, Voilà. tu l'utilises pas plus que ça, en Donc, fait. je l'utilise et à bon escient, je ne sais même pas d'ailleurs. Euh, donc, c'est marrant que tu me poses la question parce que je suis en essai premium là depuis une Ok. semaine et, euh, et je sais pas trop pourquoi. Ok, pareil, c'est une expérience, on verra ce qu'on en retire. Ok. Tu t'appelles Fabrice Wagner, c'est quoi ton rapport au compositeur de musique? Il y en a aucun. J'ai pu écouter Wagner dans ma vie, mais il n'y en a pas. Ok, ça n'a pas Non, plus si ce marqué. n'est que, voilà, en Alsace, l'Alsace ayant appartenu à l'Allemagne assez longtemps dans les 200 dernières années, oui, évidemment. Il y a forcément un lien. Voilà, il y a des Wagner dans les pages de l'annuaire à Strasbourg, oui. Oui, il paraît. Euh, c'est quoi ta recette? Enfin, si on avait une recette magique pour être heureux au boulot? Je crois qu'on a eu un peu des pistes avec tout ce que tu nous as donné, en tout cas sur ton côté épanouissement. Mais s'il y avait peut-être un conseil à donner à la génération future ou à celle d'aujourd'hui, enfin, j'en sais rien. Euh, Je sais pas s'il y a une recette. Je pense que quand on est au boulot, je pense que je suis très très sensible aux énergies. Donc souvent, il peut m'arriver même d'improviser dans mes formations parce que le groupe ou les personnes t'amènent sur des sujets plutôt que d'autres. Donc je pense que ça encore peut-être la recette serait d'être justement, ah oui, peut-être en alerte par rapport à ce qui se passe et ce que le groupe amène au moment où il l'amène. Ok. Hmm. Plus en alerte par rapport aux gens, en tout cas. Oui, je pense que si maintenant il y a besoin de discuter sur un sujet qui est complètement différent parce qu'il y a une envie ou qu'il y a un questionnement sur la manière d'avancer au sein d'une formation, je pense qu'il faut laisser de la place. Donc la recette serait, oui, se prendre ce petit recul et se dire que les intentions peuvent très fortement changer d'un jour à l'autre. C'est bientôt l'heure de se quitter déjà. On va devoir terminer. Ça fait un petit moment déjà qu'on discute. Est-ce qu'il y aurait eu des questions que tu aurais souhaité que je te pose? Alors, ce qui est très agréable, donc moi, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à bâton rompu comme ça. Évidemment, plein de choses sont remontées et je suis sûr que d'autres remonteront encore. Et donc, je te remercie parce que même si elles sont pas toutes agréables, hein, je veux dire en termes d'expérience, de vécu, il y a tout un pan dont je n'ai pas parlé. Et d'ailleurs, ça, je trouve ça extraordinaire que j'ai pas pu t'en parler. Et donc, je ne t'en parlerai pas. Et donc, en fait, j'ai de la réserve. Donc, je suis très heureux de ne pas avoir tout dit. On fera une deuxième partie à ce podcast. En tout cas, on te croisera au blog dans tous les cas. Et donc, Merci on peut beaucoup, venir te Sébastien. questionner sur tout ce qu'on s'est dit. Et puis, s'il y a d'autres questions qui remontent, on peut aussi les mettre en commentaire et puis on y répondra ultérieurement. Merci Sébastien. beaucoup, Fabrice, pour ce moment et à bientôt. Au plaisir, à bientôt. Il va y avoir plein d'autres podcasts comme celui-ci avec de nouveaux invités. Le mieux, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien louper. Et puis bien sûr, on compte sur vous et vous connaissez sans doute la recette pour commenter, liker, partager. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Blogcast.